Bonjour. Nous voilà donc réunis pour le premier chapitre et la première séquence tableau, MQ1, qui se trouve donc noté ici, de manière à ce que vous sachiez ce que vous voyez. Et donc, nous allons traiter, cette fois-ci, dans ce chapitre 1, du passage de la mécanique classique à la mécanique ondulatoire. Dans un premier paragraphe, on va traiter d'abord des généralités, de manière à ce qu'on puisse s'appuyer sur quelque chose de bien clair. Donc, grand 1, généralité. Voilà. Et on va d'abord exposer, rappeler des éléments de mécanique classique du point matériel. Donc, on prend un observateur galiléen, comme ça la chose est claire, nette et précise. Il n'y a qu'un seul observateur dans notre histoire. Il est galiléen, donc il a toutes les qualités requises. Il observe un point matériel. Et un point matériel, c'est une masse m et une vitesse qu'il possède en un point de l'espace que j'appelle v. Et je vais redéfinir deux grandeurs mécaniques que nous utilisons pour décrire sa trajectoire et la prévoir, à savoir d'abord sa quantité de mouvement que je dessine par la lettre P qui donc est un vecteur et qui vaut tout simplement la masse que multiplie le vecteur vitesse. Voilà, c'est la quantité de mouvement du point matériel, en même temps que je redéfinis l'énergie cinétique qui vaut donc 1 demi de mv2 et qui donc peut se réécrire ici comme étant p carré sur 2m. Voilà, donc, séparons le tableau en deux. Donc voilà, nous avons ces deux grandeurs et elles vont nous suffire pour, je dirais, envisager le mouvement d'un point matériel dans l'espace. Déclinons ceci dans deux cas. Si le point matériel est, je dirais, sans interaction, s'il est libre, comme on dit, eh bien son énergie est simplement son énergie cinétique et vaut donc P2 sur 2m, tandis que s'il est en interaction, on va supposer que toutes les forces F dérivent d'une énergie potentielle, donc s'écrivent moins gradient d'une énergie potentielle que je choisis de noter V du point M, ici, et que donc dans ce cas-là, l'énergie totale de ma particule, c'est son énergie cinétique P2 sur 2m, plus son énergie potentielle V de M. Voilà. Donc ceci va nous suffire pour l'instant pour décrire l'évolution d'un point matériel dans le vide. À côté de cela, de la mécanique, on va parler électromagnétisme. Et donc en électromagnétisme, voilà, cours précédent, largement précédent, nous avons vu que l'on pouvait écrire quatre équations, les quatre équations de Maxwell, qui permettaient de résumer l'ensemble des propriétés qui étaient connues et à venir, je dirais, du champ électromagnétique. Et je vous rappelle ce qu'il en est sorti, c'est que l'équation qui pilote du champ électrique dans le vide se résumait à un opérateur qu'on appelait le D'Alembertien du champ électrique qui vaut le vecteur nul. Je vous rappelle que ce D'Alembertien, c'est le Laplacien du champ électrique, moins 1 sur c carré, la dérivée seconde par rapport au temps de ce champ électrique, et que donc ceci vaut la valeur 0. Je vous rappelle à cette occasion que la constante C qui apparaît, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, et elle est de valeur 3 10 puissance 8 mètres par seconde, si besoin était. Voilà. Bien. Je vous rappelle aussi que la résolution générale de cette équation pilote de E, qui est une équation mathématique de propagation, se fait à l'aide générale d'un être mathématique qu'on appelle une onde plane progressive monochromatique, hein, qui, pour nous, va se déplacer sur un axe qu'on va nommer UX, okay, et qui est polarisé rectilignement selon UY. Voilà. Cette onde, elle fait donc apparaître deux constantes, ce qu'on appelle oméga la pulsation, c'est-à-dire 2pi
sur la période, voilà, et un vecteur d'onde K qui vaut en fait 2π sur la période spatiale, la longueur d'onde, hein, alors que T c'était la période temporelle, la période spatiale, et porté par un vecteur qu'on appelle UK, comme ceci, hein, et qui pour nous hein, sera la direction UX, donc le vecteur K, c'est 2π sur lambda, vecteur UX. Voilà, c'est l'hypothèse que nous avons faite. Ce qui veut dire que le champ électrique en tant que tel, lui, va s'écrire en M et à l'instant T comme étant une amplitude portée par UY, voilà, comme ceci, polarisée directement selon UY, et que l'on peut écrire cosinus de oméga T moins KX, comme ceci. Donc cette onde elle est transversale électrique, ça c'est la résolution, je vous le rappelle, qui permet d'écrire ça. On en déduit toujours à l'aide des équations de Maxwell que B de M et du temps s'écrira en fait E0 sur C, on va tout de suite donner le résultat, UZ, donc sur un troisième axe, cosinus de oméga T moins KX, que la grande variable oméga T moins KX qui est ici s'appelle la phase, hein, et que donc, eh bien, pour décrire le transport d'énergie qui est lié à une onde, parce que je rappelle qu'une onde transporte toujours des joules, hein, donc on peut définir un vecteur qu'on appelle le vecteur de Poynting, que nous avons l'habitude de noter vecteur pi, hein, dont l'unité sera des joules par mètre carré par seconde. On peut définir aussi une densité volumique d'énergie dont l'unité sera des joules par mètre cube, parce que, bien sûr, on le rappelle, une onde, entre autres électromagnétique, hein, transporte des joules à concurrence d'un certain nombre de joules par mètre carré par seconde. Voilà. Et les joules par seconde sont des watts, hein, donc des watts par mètre carré. Et il y a de stocké dans l'onde électromagnétique, partout où elle passe, une densité volumique d'énergie en joules par mètre cube. Les expressions de ces grandeurs hein, vont nous permettre d'écrire les choses suivantes. Ce qui va nous intéresser, ça va être la valeur moyenne dans le temps du vecteur de Poynting qui, avec les grandeurs ramenées à celles du champ électrique, vont s'écrire epsilon 0 C sur 2 E0 carré vecteur UX pour notre histoire, et U va pouvoir s'écrire en valeur moyenne dans le temps, voilà, hein, sous la forme, je dirais, qui va être pratique pour nous, epsilon 0, E0 carré sur 2. Voilà. Donc, nous avons ceci, et je vous rappelle qu'on définit la vitesse de l'énergie par la valeur moyenne dans le temps de ce vecteur de Poynting égale le vecteur vitesse de l'énergie que multiplie la densité volumique d'énergie. Voilà, c'est la définition de cette vitesse-là. Lorsque nous regardons les expressions qui sont là, je vous rappelle que nous trouvons que pour nos ondes électromagnétiques, le vecteur VE, c'est en fait C fois le vecteur UX. Et je vous rappelle quelques mots. On voit que la vitesse de l'énergie, la vitesse de l'énergie a comme module la vitesse de la lumière dans le vide, c'est-à-dire 3 10 puissance 8 mètres par seconde, hein, ce qui nous amène, nous, à voir que le rayon, c'est-à-dire l'énergie, le vecteur de Poynting, suit la même direction que le vecteur d'onde. On dit que le rayon suit l'onde. Hein, le rayon suit l'onde. Voilà, ça, c'est un léger rappel de tout ce qu'on a pu se raconter, je dirais, avant. On va maintenant passer à une écriture plus générale, hein, qui va être l'associé complexe. Voilà. On va tout baser sur le champ électrique et on va choisir une écriture particulière hein, du complexe associé au champ électrique. Donc, j'insiste, hein, on va avoir un champ E, je l'aurais écrit, qui donc est associé à une composante E indice Y qui va s'écrire E0 cosinus de oméga T moins KX. Et on va donc associer un nombre complexe, une expression complexe à cette grandeur réelle. Et la seule exigence que nous avons, c'est que la grandeur qui nous intéresse ici, que j'ai appelée EY,
qu'on va pouvoir appeler E par la suite, c'est en fait la partie réelle du nombre complexe qu'on va appeler E complexe, je le désigne par un trait inférieur, qui est associé. Donc ça nous laisse une certaine liberté. Vous voyez qu'on veut que E complexe ait comme partie réelle un cosinus, et on voit donc que pour E complexe, on a le choix entre deux écritures importantes, et là il va falloir qu'on s'exprime clairement, le champ E complexe, on peut donc soit l'écrire E0, E puissance I de oméga t moins kx, ou bien E0, E puissance I de kx moins oméga t. Voilà, nous sommes devant une double possibilité, nous avons un choix à faire. Jusque-là, de manière habituelle, nous avons suivi ce qui se fait de manière générale dans le monde, l'écriture de l'angle sous la forme E puissance I oméga t moins kx. Vous voyez que la partie réelle de cette exponentielle, c'est bien le cosinus oméga t moins kx. Mais on aurait aussi pu prendre le champ électrique associé comme étant E0, E puissance I, kx moins oméga t. Sa partie réelle, c'est le cosinus de kx moins oméga t. Et je vous rappelle que cosinus θ, c'est le même résultat que cosinus moins θ. Donc, il y a un choix à faire. Et alors là, c'est très, très, très important pour toute la suite du cours jusqu'à la fin, parce que nous sommes dans le domaine de la mécanique quantique. Il a été choisi de manière générale, définitive, quelque chose qui n'est plus reprécisé, je dirais par la suite, c'est qu'on choisit l'écriture sous cette forme-là. Évidemment, quand on revient à l'écriture réelle en prenant la partie réelle de nos résultats, que l'on ait fait les calculs avec l'une ou l'autre des formes d'écriture, on retrouve la même chose. Sauf que, dans l'intermédiaire des calculs, quand on est avec les grandeurs complexes, le calcul n'est pas le même, les résultats ne sont pas les mêmes quand on prend telle ou telle notation. Donc, notamment, pour parler en avance, quand il s'agit de l'équation de Schrödinger que nous allons voir bientôt et qui sera utilisée pour prévoir ce qui va se passer pour des particules, l'équation de Schrödinger va avec un choix d'écriture du complexe associé. Et ça va avec ce choix qui est là. Donc c'est celui-là que nous ferons, c'est celui-là que nous garderons. Donc vous voyez que nous pouvons écrire E0, E puissance moins I, facteur de oméga t moins kx, ce qui est tout à fait la même chose. Et donc c'est bien cette écriture-là que nous choisirons de manière générale. Et une fois qu'on a choisi ça, il est bien clair que nous devons, dans ce domaine d'écriture complexe, préciser que depuis le début, l'équation qui pilote E, qui est une équation de propagation mathématique, imposait un lien, une liaison entre K et oméga, que l'on avait partout le fait que K2 est égal à oméga 2 sur C2, ce qu'on appelle la relation de dispersion. Ici, il s'agit de bien comprendre que c'est la relation de dispersion du vide. Voilà, du vide. Et on peut maintenant, parce qu'on a bien compris que les choses importantes, c'était finalement nos grandeurs énergétiques, réécrire nos grandeurs énergétiques en termes de champ électrique complexe. Alors, allons-y. On voit que la valeur moyenne dans le temps du vecteur de Poynting, comme ceci, va pouvoir s'écrire, je dirais, sous la forme suivante. Epsilon 0, C sur 2, E complexe que multiplie E complexe conjugué. Voilà. Et bien sûr, c'est porté par le vecteur UX, et ça ne change rien. De la même façon, la densité moyenne d'énergie, donc U, comme ceci, va s'écrire, quand on reprend la chose, epsilon 0 sur 2, et on va voir E complexe que multiplie E complexe conjugué. Voilà. Et donc, c'est comme ceci que nous utiliserons notre relation. Et on va juste préciser un élément, ce qu'on appelle le flux d'énergie, à travers une surface S, qui est tout simplement, en fait, dans notre description simple, eh bien, le vecteur de Poynting en valeur moyenne dans le temps,
scalaire le vecteur surface, que l'on va se mettre dans le cas où on a un flux d'énergie qui va dans une direction, une surface qui est perpendiculaire et qui amène un vecteur surface donc perpendiculaire et collinéaire à la direction UX, et que ceci devient en tant que flux d'énergie, c'est-à-dire en joules par seconde, l'unité de cette grandeur-là, ce sont donc des joules par seconde. Les mètres carrés ont disparu grâce à l'utilisation de la surface que l'on prend en considération. Eh bien, on va trouver que c'est, avec l'écriture qui est là, epsilon 0, c'est sur 2 fois la surface que multiplie E complexe conjugué. Voilà. Et nous sommes arrivés, là maintenant, au moment où, eh bien, on a rempli nos deux tableaux, la séquence est finie, on a fini les généralités, voilà, on peut en rester là. Donc, rendez-vous dans MQ2.